Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui une nouvelle fois sort de son rôle habituel de commentateur des sorties pour accueillir dans ses murs un invité, Denis Do, réalisateur du film d'animation Funan, primé au Festival d'Annecy, à voir actuellement en salle. Bonjour Denis. Bonjour. À mes côtés pour cette petite discussion, un trio de fiers piliers de cette émission mythique, Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, l'interview Funan et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Funan donc nous ramène dans le Cambodge des années 70, en plein durant la très sanglante révolution et dictature des Khmers rouges qui a fait, selon les estimations, près d'1,7 million de morts. On y suit le douloureux parcours de Chou qui tente de retrouver son jeune fils enlevé par le régime. Je précise que le casting vocal est notamment assuré par les comédiens Bérénice Bejo et Louis Garrel. Denis, c'est une histoire très personnelle, Funan, puis c'est celle de votre mère, si j'ai bien compris. C'est une histoire très personnelle. Après, on l'a travaillé avec ma co-scénariste Magali Pouzol. La volonté, c'était moi je présente toujours ça comme ça. C'est une fiction basée sur des faits réels. Il n'y a jamais eu la tentation de retranscrire littéralement le parcours et l'expérience de ma mère. Mais voilà, ça n'empêche que travailler dessus, ça m'a ramené à repenser à des choses, ça a ramené des souvenirs dans la tête également, et puis ça a nécessité tout du long beaucoup de collecte d'informations. Oui. Du coup, il y a forcément un lien, d'autant plus que a priori, c'est normal d'être assez proche de sa mère, donc. Quand il s'agit l'idée que tout ça se soit basé sur ses expériences à elle nourrit forcément ce lien très très fort, quoi. Et du coup, la conception du projet, ça a commencé par quoi ? Par des discussions avec votre mère ? Ça a commencé sur l'aspect conception, ça a commencé comme ça. En fait, depuis ma tendre enfance, ma mère me parlait en fait de sa vie passée. Elle a toujours été très loquace vis-à-vis de tout ça. C'était, j'aime bien dire que c'est un petit peu notre point Godwin en fait à nous. On peut parler de plein de choses. Au bout d'un moment, on tombe. On arrive toujours au Cambodge. Exactement. Enfin, au Khmer Rouge. Au Khmer Rouge, exactement. Et simplement en fait quand l'idée de faire ce film est apparue. Il m'a semblé normal en fait de m'asseoir simplement devant ma mère et de lui dire qu'il fallait que je recollecte tout à nouveau et que j'essaye de tout mettre déjà dans un ordre, on va dire, chronologique, parce que là, je savais que ce qui était sûr, c'est que je voulais une histoire linéaire, histoire linéaire qui s'ancre en fait dans la chronologie des événements historiques. Et il y a eu quelques difficultés, notamment les années en fait qui ont passé. Ma mère prend de l'âge évidemment, et donc voilà, elle me racontait ses expériences, surtout en fait dans un ordre, on va dire, émotionnel, ce qui l'avait marqué le plus au moins. Et et puis de toute façon, c'était nécessaire pour nous. Donc ce qu'on a entrepris, c'est qu'on est parti au Cambodge en 2010 tous les deux. Et on a confronté donc ces témoignages avec d'autres personnes qui avaient vécu tout ça avec elle. Et c'était assez intense parce que ces personnes-là, en fait, ma mère les avait pas vues depuis 30 ans. Oui. Par le passé, on était déjà retourné au Cambodge quand j'étais tout petit. Mais elle n'avait pas pris l'initiative en fait d'aller les revoir, et c'est vraiment sous mon impulsion, j'insistais un peu. Du coup, on a fait les démarches pour retrouver ces gens-là. On est retourné dans leur village et ça s'est déroulé vraiment super rapidement. Je me suis aperçu que j'avais tout en fait. Ma mère m'avait dit quand même, m'avait partagé déjà énormément de choses, et toutes ces choses-là, on les a recalées dans l'ordre chronologique en une après-midi. Ça a été vraiment très très efficace. Et aussi très intéressant de rencontrer tous ces gens, quoi. Du coup, tu avais une trame... je te tutoie, je suis désolé. Pas de souci. Bref, mais tu avais une trame initiale sur laquelle vous avez commencé à élaborer un scénario. Comment ça s'est passé une fois que tu as recollé tous ces morceaux en fait, chronologiques ?
quand j'ai recollé tous ces morceaux, en fait, à côté de ça, et depuis longtemps, je lisais aussi des romans autobiographiques de survivants, en fait, qui racontaient la manière dont ils avaient traversé tout ça. Et ce qui m'interpellait, en tout cas pour ceux qui avaient été expulsés de Phnom Penh, parce qu'évidemment, il y a plein de parcours, il y a aussi des gens qui étaient en études en France, qui sont rentrés au Cambodge parce qu'ils croyaient que la révolution Khmer Rouge, c'était une libération, tout ça. Et moi, je m'intéressais surtout à ceux qui avaient vécu ça en ayant été expulsés de la capitale Phnom Penh, parce que c'était le cas de ma mère. Et en fait, je retrouvais une trame globalement assez identique dans chaque histoire. Et je savais que je voulais faire un film qui aurait pour structure cette trame-là. Et cette trame, elle est toute simple, en fait, dans l'absolu. C'est donc l'expulsion de force de la ville, de son foyer. Les gens qui se retrouvent sur les routes, ils arrivent dans un premier camp, ils endurent plein de choses, c'est vraiment tout change, en fait, le quotidien change totalement. Il y a un temps d'adaptation qui fonctionne ou pas, et généralement pas, et ensuite il y a une espèce de déportation qui s'opère vers un deuxième camp, et là ils y restent jusqu'à que on va dire sur la partie au sud-est du Cambodge, il y ait depuis plusieurs années des escarmouches entre Khmer Rouge et Vietnamiens. Les Vietnamiens, au bout d'un moment, ils envahissent, ils prennent le Cambodge. Oui, en 79. Exactement. Et c'est cette trame-là qui m'intéressait, que je voulais mettre un petit peu en image. Et toute cette collecte d'informations donc suivait tout ça, suivait cette structure-là. Et quand j'ai fait appel à Magali, et en fait, en amont, j'ai fait appel à son école. En fait, je connaissais pas Magali. J'ai contacté le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. On fait du placement d'école. Voilà. Et j'ai rencontré plusieurs scénaristes, et Magali sortait un petit peu du lot. Alors, ça fait un petit peu de discrimination positive, ce que je vais dire, mais en fait, j'étais déjà parti dans la tête quasiment de me dire que je voulais travailler avec une scénariste femme, parce que l'histoire tourne autour d'un personnage féminin, d'une mère, et moi j'avais un petit peu peur de pas savoir créer ce personnage-là, parce que je suis un homme, en fait, simplement. Et puis venant de l'image, on s'improvise pas non plus scénariste. Et puis voilà, naturellement, Magali donc est sortie du lot. Elle nous a rejoint avec Michael. Michael, c'était un ancien camarade de ma classe à Gobelin. Et il est l'auteur graphique, le directeur artistique du film. Donc Magali, ce qu'elle a apporté, c'est que moi je voulais un espèce de regard nouveau. Non, nouveau, c'est pas totalement le bon mot. Un regard assez innocent vis-à-vis du régime Khmer Rouge, vis-à-vis de l'histoire du Cambodge. Et j'ai insisté pendant un bon moment pour que Magali, en fait, ne se renseigne absolument pas sur l'histoire de ce pays, parce que j'avais peur par exemple, de proposer des idées qui auraient pu, en fait, pousser le film vers des détails peut-être inaccessibles, entre guillemets, aux néophytes. Et je voulais qu'elle ait ce regard extérieur pour me tirer hors de ça, pour conserver une ligne assez générale, pour que le plus grand nombre puisse quand même rentrer dans ce film-là. Et la décision, elle a été assez rapide, par ailleurs, moi, j'ai jamais eu l'intention, à travers ce film, de faire un film historique, de raconter l'histoire de la prise de pouvoir des Khmers rouges, etc. Et par ailleurs, la notion même, en fait, de mémoire, j'ai jamais, entre guillemets, vendu ce projet comme un travail de mémoire, en fait. Ça a été toujours une approche très personnelle, parce que c'est basé sur le descriptif que j'avais de personnes proches. C'est un récit intime, quoi. Voilà. C'est plus de la mémoire émotionnelle, pour le coup. Exactement, et familiale, en fait. C'est familial parce que, mon histoire familiale m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de points de suspension dans tout ce passé. Et moi, je ressens énormément ce besoin de remplir ces vides, un petit peu, parfois même de manière fantasmée, pour pouvoir repenser des choses, etc. Tu parles beaucoup de ta mère, mais c'est aussi l'histoire de ton grand frère, non ?
Oui. Et tu t'en parles jamais en fait dans les recherches, etc. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de souvenirs, il n'a pas voulu participer? C'est peut-être une question trop intime, quoi. Non, ça l'est pas. C'est un personnage important dans le film. Donc. C'est un personnage, en tout cas, qui pour moi est émotionnellement très important. Mon grand frère, juste pour l'anecdote, non, je vais pas en parler parce que si j'en parle comme ça spoil des choses dans le film. Du coup, je vais pas en parler. Mais bref, non, mon grand frère, en fait, comment dire? J'ai jamais eu l'intention, par exemple, de le mettre trop en avant non plus, d'en faire un personnage, un des personnages principaux. Par ailleurs, il s'exprime très peu dans le film, en tout cas oralement. Parce que je pense que la conception de ce film a fortement été impactée par les échanges que j'ai eus avec les uns et les autres dans ma famille. Ma mère, donc, c'est elle qui me parlait le plus, c'est elle qui m'a le plus imprégné de tout ce passé Khmer Rouge. Mon grand frère, ça a été très tardif. En fait, je savais depuis toujours qu'il avait vécu tout ça, mais son point de vue d'enfant, à la toute base, ne m'intéressait pas tant que ça. Et c'est vraiment petit à petit, pendant l'élaboration du film, dans sa phase de développement, que, au détour d'une discussion, mon grand frère me posait simplement la question « Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ?» Et je lui dis « Je suis en train de faire un film qui se base sur la vie de maman et de toi. » Et là, en fait, spontanément, je me suis dit « Mais c'est complètement con, pourquoi je lui pose pas de questions ?» Et je me suis mis à lui poser des questions, voilà. Ça a commencé un petit peu comme ça, mais ces réponses, elles sont arrivées à... j'étais à un âge assez tardif quand même. Plus on vieillit, moins on arrive à s'imprégner des choses. Et je pense que justement, je suis plus resté du point de vue de ma mère. Et en plus, j'avais plus ou moins le même âge que le personnage de ma mère à cet âge-là, donc ce point de vue-là m'intéressait plus en fait. Et voilà. La période des Khmer Rouges, c'est une période qui, au Cambodge notamment, ou même souvent a été assez... on en a moins parlé, ça a été un peu éliminé des livres d'histoire à une période, on en parlait moins. Il y a même une volonté d'effacer, une volonté de réconciliation, il y a une volonté d'effacer cette histoire-là à un moment donné. C'est que relativement récemment qu'on s'y réintéresse, en tout cas, il n'y a pas aussi énormément d'images. Tu l'as dit, tu as une formation au Gobelin, donc d'animation. Qu'est-ce que l'animation permet pour ce type d'histoire que potentiellement le live action pourrait pas permettre, mais qu'est-ce que ça t'a permis l'animation en racontant cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle t'a autorisé en plus? Déjà, ce que ça m'a interdit, ça peut être intéressant d'en parler aussi. Je pense que le live action, ça m'aurait permis d'aller au Cambodge et de tourner tout le film dans des décors cambodgiens. Ça aurait été assez plaisant. Mais je pense que comme toute personne qui dessine, on a quand même un certain rapport avec le crayon, le papier ou le stylet et la tablette. Un rapport qui, pour moi, est assez charnel, en fait, au final. Et pouvoir représenter les environnements, les personnages, leur donner vie, il y a, ça participe à une forme de réappropriation, en fait. Est-ce que le but, c'était de reconstituer ? Oui, mais pas à 100% non plus. Parce que je crois pas que le but d'un film, ça puisse être la tentation de reconstituer quelque chose à 100%. D'ailleurs, ça peut se questionner moralement aussi, d'ailleurs, ou éthiquement. Mais la reconstitution, par exemple, je sais pas, d'Auschwitz, par exemple, cinématographiquement, ça peut soulever certaines questions, mais faire rentrer, en fait, être une porte d'entrée, en fait, dans un contexte, ça, je pense que c'est un des grands rôles du cinéma. Et l'animation, là, du coup, ce que ça permet, il y a cette appropriation-là, cette réappropriation-là par le dessin, notamment, et justement, quand on parle dessin, on parle nécessairement image. Moi, j'avais un manque de visuel en termes d'environnement, de cadre de vie. J'avais beaucoup de descriptifs à l'oral ou à l'écrit dans des livres, tout ça. Et évidemment, ça faisait foisonner l'imagination sur la manière dont ces camps, les Khmer Rouges, tout ça fonctionnait. Puis, on se nourrit aussi de films de cinéastes comme Ritipan, comme La déchirure de Roland Joffé, même si, dans La déchirure spécifiquement, je pense que ce film m'a créé des frustrations. Je l'ai vu très jeune. Et pendant cette jeunesse où dans ma tête ça foisonnait de plein de questionnements sur le régime Khmer Rouge, et il y avait des scènes assez chocs, etc.
Mais le parcours, on va dire, du journaliste américain ne m'intéressait pas du tout. En fait, j'avais envie de rester avec le journaliste cambodgien qui avait vécu et sa vie était entrecoupée à chaque fois avec des scènes aux États-Unis, avec le type qui recevait le prix Pulitzer et qui culpabilisait, qui symbolise peut-être la culpabilité occidentale, je sais pas. Mais bref, mais je m'en fichais. Moi, je voulais être dans les camps, je voulais voir tout ça. Et par ailleurs, je me demande si, inconsciemment, si ce film n'avait été que sur ce journaliste, est-ce que ça m'aurait pas fait évoluer autrement dans la vie et que ça aurait peut-être eu pour conséquence que je me sois jamais posé la question d'avoir envie de faire un Funan ou pas, quoi. Et donc, et puis après, je me suis aperçu d'une autre chose et je pense pas qu'on puisse s'en apercevoir pendant la fabrication. C'est vraiment en rencontrant le public. Dans divers pays, des publics de diverses cultures, du coup, c'est que le film parvient en fait à communiquer des choses. Donc, au-delà de l'émotion, en fait, ça soulève aussi des questions. Les gens se rappellent aussi de leur propre expérience familiale, qui ont un lien ou non avec le régime Khmer Rouge. Et c'est ça que je trouve très fort. Et je me suis aperçu, du coup, ce dont je me suis aperçu, c'est que l'animation n'a pas de frontières, en fait. Est-ce que c'est spécifique à l'animation ? J'aurais tendance à le penser. Parce qu'il y a quand même eu cette volonté de ne pas forcément... même si on s'est basé morphologiquement sur des photographies, etc., le but, c'était pas de mettre en avant à l'écran une ethnie de manière très identifiable, mais de faire ressentir en fait de l'essence humaine, en fait, voilà, des humains, en fait, voilà. Il y a justement, sur les personnages, ils sont très très incarnés, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie recherche de ça. Il fait évoluer, vieillir, maigrir, et puis il y a tout ce truc qui revient avec le père qui souffle dans le cou de ta mère, etc. Il y a plein d'informations du coup dans ta phrase là. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que c'est pas systématique en fait dans l'animation que je vois une recherche d'incarner littéralement. Il n'y a pas d'autre mot pour moi les personnages animés. J'ai l'impression que c'était une volonté claire et nette. C'est une volonté qu'on a échangé très rapidement avec Michael. C'est lui qui a designé les personnages. Nous, à la base, je parle un petit peu à sa place, mais je pense pas qu'il va me contredire sur ça, c'est qu'on a quand même pas mal d'influence de la Japanime. Est-ce que la Japanime a des personnages incarnés ? C'est aux gens de décider. Nous, en revanche, malgré cette influence-là, on a voulu, en fait, Michael a fait un superbe travail de recherche photographique entre 2011 et 2012, quand on est parti au Cambodge. On a vraiment... il a vraiment étudié, en fait, la morphologie des gens localement. Et voilà, il a traduit un petit peu les personnages avec sa patte artistique à lui. Au tout début, par exemple, sur le pilote, on avait choisi de partir sur une esthétique sans traits, sans lignes en fait, de contours sur les personnages. Mais on s'est rapidement dit que tous les deux, en fait, on était plus sensibles au dessin, plus que aux aplats de couleurs, etc. Du coup, il y a eu ce retour au trait, ce qu'on voit dans le film, du coup. Et ça a corroboré en même temps des contraintes de fabrication. Le trait, c'est un bon garde-fou artistique, surtout quand on bosse avec une multitude d'équipes et réparties un petit peu partout dans le monde. Et moi, j'avais dit à Mickaël qu'on avait besoin de réalisme en fait dans le traitement des personnages, parce que il y a la notion d'humanité, mais il y a aussi on va pas dans du cartoon. On va pas vers du manga non plus. Moi, je voulais qu'on ait ce côté charnel, en fait. Pour moi, le dessin, ça a ce côté charnel qu'on faisait revenir, justement. Et puis, moi, ça m'arrangeait d'avoir des petits détails aussi sur le visage, sur des yeux bien dessinés également. Pourquoi ? Pour les gros plans, notamment. Moi, je voulais mettre en scène beaucoup de gros plans pour qu'on soit vraiment avec les personnages, dans leur esprit, dans leurs émotions, etc. Et voilà, il y a un gros rapport. Avoir des personnages de la sorte, ça répond en fait à des décors qui sont traités de manière réaliste également.
même si c'est fait à la peinture, mais voilà. Et voilà, on a une forme d'adéquation entre les personnages et les décors, mais qui, en fait, dans la narration du film, dans sa symbolique, voilà, ces deux éléments-là sont complètement séparés en réalité. Mais on y reviendra peut-être après, parce que c'est un autre sujet. Oui, non, je pensais qu'au niveau du financement du film, comment il s'est monté, parce que c'est, à part les exceptions peut-être de Valse avec Bachir ou Persepolis, qui sont vraiment des exemples très connus de films d'animation avec des sujets assez historiquement très ancrés, assez forts, ce type de cinéma d'animation basé sur l'histoire, sur des sujets forts, sont pas toujours simples à financer, sont pas toujours simples à amener. Donc comment c'est fait justement comment Funan est arrivé à justement jusqu'aux salles aujourd'hui, en ce moment, mais comment s'est fait le parcours? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est réalisé? Alors ouais, ça fait un petit moment qu'on est sorti de tout ça. Du coup, moi j'ai pas un esprit forcément rancunier contre la vie, tout ça. Et non, sans parler de rancune, je veux savoir oui, comment mais du coup, je vais. Allez-y, à fond. Non, mais on est entre nous, il y a personne qui... J'aurais tendance à dire ça allait en fait, du coup. Mais c'est vrai que sur le moment, en fait, ce qui était compliqué sur le moment, c'était de pas savoir quand est-ce qu'on allait démarrer la production, parce qu'il y a eu une petite période où on attendait des réponses de tel ou tel. Voilà, ça c'était complexe. Le film a été fait sur un budget relativement modeste pour de l'animation 2D traditionnelle. Et voilà, ça a nécessairement amené plein de contraintes. Aujourd'hui, on parle de... C'est un film qui a été fait en coproduction, du coup. C'est en coproduction, j'ai envie de dire, dans un premier temps, entre la France et la France. Parce qu'on a eu beaucoup de régions, heureusement. Toutes ces régions ont permis à ce film d'exister. Et ces régions, je vais les citer. En fait, il y a la Réunion, il y a la région Centre. Et il y a la région Grand Est. Sauf que, voilà, eux comptent pour deux, je crois, parce qu'il y a la région Grand Est et Strasbourg au métropole. Mais voilà, c'est très technique. C'est les producteurs qui connaissent. Moi, je sais pas trop. On demandera à Sébastien Lemo. Ouais. Et ensuite, il y a eu le Luxembourg, qui sont venus quand même très massivement sur le film. Il y a eu la Belgique. Et en tout dernier, chronologiquement, le Cambodge. En tout dernier, parce que pendant une période, je voulais absolument bosser avec le Cambodge, mais je connaissais pas les circuits de financement de films. Je connaissais pas, par exemple, Cinéma du Monde, qu'on n'a pas eu par ailleurs, mais Cinéma du Monde, qui est un financement du CNC. Pour moi, ça me semblait impossible en fait d'impliquer un producteur cambodgien ou un studio cambodgien, sachant que là-bas, trouver des financements, c'est de l'utopie en fait. Et puis donc, j'ai laissé un peu de côté cette idée pendant quelques années. Puis un jour, j'ai un ancien camarade de Gobelin qui s'appelle Patrick Pujalt, je place plein de gens. Lui, il était au Cambodge à ce moment-là. Moi, j'étais à Hong Kong, voilà, pour des raisons personnelles. Et donc, on se fait un Skype et il me parle d'un studio. Je lui dis, ouais, mais je sais pas trop. Tu sais, je connais rien de ce qui se fait au Cambodge. Est-ce que ça existe l'animation au Cambodge d'ailleurs? Il me fait, après, bon, il me vend le truc. Il me vend ce studio qui s'appelle Life in Casia. Et rapidement, donc, je discute avec le CEO. Ils aiment bien ça, les gens, se dire qu'ils sont CEO, voilà. Et donc, on discute. Le mec, donc, il me vend sa boîte. Il me dit, ouais, on a bossé avec des ricains, machin chouette. Et en fait, je suis assez opaque à ce genre de discours. Ça marche pas avec moi. Mais moi, la personne à laquelle j'avais confiance, c'était Patrick. C'était donc mon ami, et je lui ai dit, écoute, si tu es impliqué dans le projet là-bas, moi j'en parle à mon producteur et je suis OK. Sinon, non. Et lui, il me dit, je te parle de cette boîte parce que j'ai envie de m'impliquer sur le projet. Et ce type, il bossait à DreamWorks Shanghai à l'époque. Il a lâché là-bas pour aller au Cambodge bosser sur un petit projet. Donc voilà, moi j'étais content. Et puis tout ça s'est mis en place et ils ont réussi à trouver de l'argent au Cambodge.
Donc je sais pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont braqué une banque? Comment ça se passe? Je sais pas. Mais à la fin, est-ce que c'est confortable en fait comme budget pour arriver à faire? Non, pas du tout. Non. Et là, tout à l'heure, je disais tout ça allait parce que ça fait il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais sur le moment, c'était très très compliqué. Comment dire, ça a été très impactant niveau santé, parce que faire un film d'animation, ça s'étale sur toute la production s'est étalée sur 2 ans. J'ai fini les 6 à 7 derniers mois tout seul dans ma chambre à Paris. En termes d'infrastructure, tout ça, nous on n'avait pas de local en fait à Paris, parce que les films d'ici c'est pas un studio d'animation. Et tous les serveurs, tout ça, tout était centralisé au Luxembourg. Et moi, je bossais depuis ma chambre. Et puis, à un moment donné, on avait des soucis d'Internet aussi quand j'étais dans une des régions. Ce qui fait que, comme je validais les choses, ça ralentissait tous les autres studios. Le fait de... Et puis, il y a aussi quelque chose de très impactant, c'est de travailler avec différentes cultures artistiques, en fait. Parce que le film est très homogène, quoi, justement. Ah bah ça c'est parce que Michael Cruza et moi on était derrière, surtout sur la première année et demie en fait, à retaper plein de choses. Et c'est pour ça que je parle de différence de culture artistique, et pas que avec le Cambodge, mais au sein même de nous en Europe en fait. Il y a différents types il y a différents styles d'animation, différentes façons de dessiner des personnages, et nous on a en fait ça ne se voit pas comme ça du premier coup d'œil, mais les personnages qu'on a sont super durs à prendre en main. Je crois que j'en ai voulu à Michael à un moment, parce que je lui disais que ça nous empêchait de rattraper des heures de sommeil, tout ça. Il y a des départements entiers qui n'ont pas été financés. Parce qu'il manquait de l'argent en fait. Il manquait de l'argent, et puis c'était selon ce qu'on voyait, c'était pas possible d'en trouver plus. Donc soit le film existait, soit le film n'existe pas. Donc en tant qu'auteur, on a envie qu'un film existe, donc on prend en charge ces départements. C'est quel département en l'occurrence? Alors par exemple, je sais pas si c'est bien d'en parler ou pas, parce que je sais pas si c'est bien d'en parler ou pas. Parce que c'est très valeureux en fait. Tu mis quoi, t'as mis il y a ton sang quoi. Bah moi, pareil. En fait, ça concerne principalement le storyboard, mais c'est pas comme si on me l'avait fait dans le dos. Voilà, c'est pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. On en a discuté. Et c'est moi qui ai accepté volontairement de prendre ça en charge. Par ailleurs, du coup, tu as fait le storyboard tout seul, entièrement. Oui. D'accord. Oui. Et par ailleurs, devait être un storyboard en plus très léché, donc comme tu délocalisais partout, il fallait que ça pouvait pas être juste des patates, quoi. Exactement, voilà. Exactement. Ça a été fait sur 6 studios différents, c'est ça? Ça a été fait sur 6 studios différents dans 4 pays, 3 en Europe et 1 en Asie, donc le Cambodge. Et le storyboard, en fait. Moi, je me rappelle, l'anecdote, c'est que j'avais fait des vignettes sur ordinateur, et puis un jour, on avait des stagiaires, on était dans un studio à Paris qui nous accueillait, et j'ai entendu Michael discuter avec les stagiaires en leur disant « Ouais, Benjamin Renner, le réalisateur d'Ernest Célestine, lui, il l'aurait animé. » Et moi, j'étais à côté, ça m'a piqué l'oreille, je me suis dit « Je vais le faire aussi !» Et du coup, j'avais déjà passé 6 mois sur les vignettes, du coup, j'ai repassé 6 mois à tout remettre en vidéo, en fait. T'as fait un animatique, quoi, en gros. Mais t'as les mots, en fait. Tu connais super bien, en fait, parce que moi, j'évite justement d'employer des mots trop techniques. D'accord. Tu peux y aller. D'accord. Non, ça va. Voilà, j'ai fait une animatique, et j'ai fait plus qu'une animatique, parce qu'il y a plein de plans de cette animatique qui étaient animés. Le seul truc qui manquait, c'est que c'était pas au modèle, parce que les modèles sheet, les designs des persos n'étaient pas encore faits à ce moment-là. Ah, d'accord. Et tout était très 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 précis. J'avais même indiqué à quel moment telle musique devait passer, etc. Et en fait, ça a été tout tranquillos, un petit peu pour Thibaut Kienz, le compositeur, parce que il avait composé tous les thèmes. Je voulais qu'on fonctionne avec des thèmes. Il avait tout composé en amont. Il a tout replacé et recalé à l'image. Il s'est même permis de rajouter du sound design musical par moment. Et ça, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc
moi, je trouve ça important, par exemple, de faire le storyboard, soit en petit comité, soit vraiment tout seul, parce que pour moi, ça reste... c'est la mise en scène. Ouais, c'est une étape... pour moi, c'est une étape d'auteur, en fait. Puis, il y a forcément des choses à en redire, T'as écrit un peu le scénario, ce qui avait été posé, du coup, quand tu as fait au storyboard. Au storyboard. Oui, il y a des choses qui ont été enlevées, il y a... comment dire, là comme ça je m'en rappelle plus du tout. Il y a des situations, des actions qui ont forcément été changées, des dialogues aussi qui ont été impactés, des trucs, ce qu'on appelle des pick-up en fait, des rajouts de dial, etc. Parce qu'on a quand même pas mal de scènes avec de la foule, des réactions de personnages enlevées ou rajoutées, mais ouais, c'est en fait. Pourquoi ? Parce que simplement, le storyboard, l'animatique, c'est une étape d'écriture, en fait. Voilà, donc ce que je disais, c'est que voilà, il y a forcément des choses à en redire, mais moi, je trouve que le fait de le faire seul, ça permet une chose, c'est de pouvoir justifier quand on nous demande pourquoi on a fait ça comme ça et pas autrement, sur tous les plans. Et tous les plans, pour moi, sont a priori pensés. La plupart ont de la symbolique. Et voilà, pour moi, c'est important de pouvoir peut-être devoir me justifier si on me posait la question. Pourquoi tu as fait ce plan-là comme ça ? Et ben voilà, tu vois, dans ce rapport-là, ça crée ce rapport-là entre ce personnage-là par rapport au décor et par rapport à la scène d'avant et par rapport à la scène d'après, ça amène autre chose. Et... voilà. Et mine de rien, en fait, dans la façon de fonctionner comme ça a permis aussi de garder énormément le contrôle en fait sur le film. Oui, ça aide sur un point, c'est que on voit le film. Parce qu'il faut voir le film en entier pour pouvoir se lancer dans tout ça. Et là, déjà, l'avantage de coécrire ou d'écrire au début, quand on réalise, c'est que voilà, tout ce qu'on écrit, on le voit normalement. Donc moi j'avais déjà les images en tête, donc en les posant en storyboard, ça a confirmé que ça me fonctionnait ou pas simplement. Et par la suite, le fait de pousser son storyboard, par exemple, moi les animateurs et les animatrices qui sont venus sur le film, ce que je leur ai dit, c'était, je vais vous le dire, bonjour, je leur disais bonjour. C'est bien, c'est sympa. Ouais. C'est poli. C'est sympa. On le note. Et c'était qu'ils allaient être extrêmement frustrés, tous, parce que le film n'allait pas mettre en scène de scènes, de plans avec de la prouesse technique et d'animation, que tout allait être très, très, très sobre, calibré, et que c'était assumé. Donc ils étaient en droit d'accepter ou en fait de partir en fait, si c'était pas, j'avais pas envie que les gens s'ennuient non plus. Et je pense quand même que les gens se sont ennuyés. C'est honnête. Notamment ceux qui étaient à la Réunion. Ils sortaient quasiment tous de Gobelin, si ma mémoire est bonne. Et je pense qu'ils se sont bien ennuyés parce qu'à Gobelin on fait pas de l'animation sobre. Mais ils ont fini en avance en fait par rapport à tout le monde, quoi. C'est ça qui, et ça me donne envie de dire une chose, et j'en profite pour le dire du coup, c'est qu'on est extrêmement bon en France. Les artistes français sont extrêmement bons. Parce qu'on a des bonnes écoles. Ouais, très bonnes écoles. Parce qu'on a il n'y a pas que en fait. Je pense pas que ce soit juste le fait des écoles. Je pense que c'est le fait de l'ouverture culturelle simplement. Parce que je crois savoir que quand on travaille dans l'animation ou dans la BD, tout ça, on dessine depuis tout petit déjà. Et quand on est à la maternelle ou en primaire, on n'a pas des cours d'animation ni de BD, donc on dessine quand même. Et on dessine quand même chez soi. Donc c'est vraiment un environnement culturel qui est favorable à tout ça. On est ouvert vers tout ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis, au Japon, un peu en Europe aussi. Et voilà, tout ça, ça conditionne énormément de choses. Et donc, on a de super artistes Et il faut le voir parce que même au sein de l'Europe, vous changez de pays, vous sentez en fait la différence de niveau, d'expérience déjà. Et c'est pas pour rien qu'on a, je crois, la plus grosse production d'animation d'Europe en France. C'est en France, ouais. Oui. Et pourquoi je dis ça, c'est que en réalité, sur le film, si j'ai bien une frustration, c'est de pas avoir pu mettre en place
comment dire, un processus de travail avec beaucoup plus d'artistes français, des juniors, allant du junior au senior, etc. Mais voilà, c'est extrêmement frustrant parce que quand je travaille d'habitude, je bosse à Paris. Et voilà, je rencontre des gens qui sont vraiment super balèzes, qui ont tellement de choses à apporter. Et j'aurais aimé avoir ça sur le film, évidemment. Donc c'est une frustration qui émane nécessairement pas des choix de la production, parce que les choix de la production ont aussi été contraints par ce que je vais dire. Ce qui a contraint tout ça, c'est simplement les financements. Et tout à l'heure, on parlait de contraintes. Il y a notamment les chaînes en fait traditionnelles. Oui. En fait, on a eu le soutien de TV5 Monde. Mais c'est pas une chaîne qui a une ampleur qui peut. C'est pas France Télé. Voilà. C'est pas France Télé. France Télé, s'ils étaient venus sur le film, ils auraient eu un impact très très conséquent. On aurait installé des équipes à Paris même, je pense. Voilà. Donc, tant pis. Mais je comprends que, par exemple, France Télé se soit senti frileux ou frileuse par rapport à un film comme ça. C'est pas un film qui a un label licence. Il n'y aura pas Funan 2, il n'y aura pas des figurines. Non, mais il y aura le prochain. Il y aura le prochain qui n'a rien à voir avec Funan. Mais moi j'avais une question, on a beaucoup parlé, moi je vous dis vous, hein, parce que moi je suis poli, pas comme les autres là. Mais ça dénonce. Voilà. Je le note. Attends, note-le. En fait on a beaucoup parlé de l'histoire de votre famille, mais on n'a pas trop parlé, enfin on a beaucoup parlé de la fabrication du film, mais on n'a pas trop parlé en fait finalement de votre parcours à vous et de la façon dont vous êtes formé en fait. Pourquoi l'animation par exemple, pourquoi pas le cinéma traditionnel si on doit faire une distinction on va dire. Pourquoi en fait vous êtes parti dans cette direction-là, pourquoi vous avez décidé de faire cette école des Gobelins, pourquoi tout ça en fait? C'est parce que c'est pas forcément très glorieux d'en parler. Ah bon? Non, mais ça peut être intéressant par rapport même à la fabrication, enfin pas la fabrication du film, mais à ce qu'il y a dans le film finalement, parce qu'on a parlé des références par exemple comme, des références comme La Déchirure ou ce genre de choses qui vous ont formé pour faire le film. Très peu de références en animation en fait. Mais peut-être en cinéma traditionnel ou je sais pas en fait. Plus, ouais. Dans le film, je suis juste à l'inverse parce que dans le film, moi, en termes de références, quand j'ai vu le film, j'ai pensé à Vivre de Zhang Yimou, donc je sais pas si ça en fait partie. Vous avez vu Vivre, vous avez vraiment pensé à ça ou c'est parce que vous m'avez vu le dire quelque part? Non, parce que je passe mon temps à le dire partout. Tant mieux. Alors non, en plus, en l'occurrence, je t'ai vu le dire ailleurs, mais surtout, moi, je l'ai vu quand j'ai vu le film à l'origine. C'est quelque chose auquel j'ai pensé. Je sais pas pourquoi, c'était un ressenti vraiment, peut-être parce que le film Vivre, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais j'avais cette sensation, surtout avec le personnage de Chou, en fait. Il y avait quelque chose où je ressentais. Je saurais pas le dire, il y a une scène qui m'a vraiment marqué dans Vivre avec les petits pains. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je pensais à ça en regardant Funan. Et en plus, en effet, tu l'as dit à plusieurs occasions. Donc, c'est vrai, quelles sont les références potentiellement? C'est comment dire? Bon, pour répondre à cette question, il faut que je raconte ma vie un petit peu. S'il vous plaît. Je pense pas venir, par exemple, c'est pas que je pense pas, c'est que c'est le cas. Je viens pas d'une famille où la culture c'est quelque chose de très important. Je le dis tout de suite parce que mes parents, par exemple, voulaient que je sois médecin avocat. Et pour eux, pour accéder à ces métiers-là, c'était tu fais des études, tu te tais et tu fais du fric, c'est tout. Et comme ça, sécurité financière, on n'en parle plus, CDI. Tu réussis. Je réussis. Socialement, financièrement. À la place de vous retrouver dans l'appartement parisien à retaper les personnages. Non, Stéphane, dis-tu, Julien, dis-vous, c'est l'anarchie cette émission. Non, mais je parlais à la place des parents. J'avais compris. Je me retrouve dans une émission qui est le luxe du podcast quand même. Là. Donc on va pas se plaindre. Et donc voilà, l'accès à la culture, c'est vraiment très tardif. J'ai pas lu de BD, tout ça. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Et puis j'avais pas ce réflexe non plus d'aller à la bibliothèque. Puis je jouais plutôt au foot. J'ai grandi dans le 19e, hein, donc c'est vraiment pas loin là où on est vraiment pas loin de mon quartier. Et simplement, le seul truc que je faisais à côté de tout ça, c'était de dessiner. Et même dessiner, mes parents, ils voulaient pas que je dessine. Du coup, je faisais semblant de réviser, par exemple. Ils voulaient que je révise les maths. Mais bon, comme ma mère, elle parle pas français, je tenais un bouquin d'histoire et je disais à ma mère que je révisais des maths. Et en fait, je glissais une feuille entre les deux et je gribouillais. Ça durait un petit moment. Et puis... elle est au courant?
Maintenant, oui. C'est compliqué quand même. Il a fait un film sur sa mère. Mais pour lui demander tout va pardon, bien maintenant. Je crois que ça va, il me pardonne. Il ne fait pas croire qu'il est médecin. Et même en fait le cinéma tout court, bon moi je regardais ce qui passait à la télé ou ce qu'on s'échangeait en VHS avec des amis, mais je pense pas avoir été un cinéphile tout du long durant ma jeunesse. Voilà, c'est un petit peu par accident tout ça. Hein. Mais ce que je savais, c'est que j'avais un lien particulier avec le dessin. Et puis, donc voilà, j'ai désobéi à mes parents, j'ai fait des études d'art appliqué, et puis j'étais dans un lycée c'était un lycée avant, maintenant c'est qu'une école supérieure, qui s'appelle Estienne dans le 13e, ça m'a fait sortir du 19e en fait. J'avais jamais tout seul pris l'initiative de sortir, et voilà, ça a changé ma vie, et j'étais tellement paumé que le premier mois dans ce lycée, je voulais me barrer en fait. Je me suis dit, je suis sorti de mon quartier, ça fait trop bizarre tout ça, puis avec des blancs. Il y avait que des blancs vraiment, enfin si, il y avait 4 asiates mais il y avait que des blancs, ça me faisait un peu peur en fait, pas l'habitude d'être submergé comme ça. Et c'est pas comme dans la rue où les gens sont anonymes hein. Et voilà, donc et à côté de ce lycée, donc dans le 13e, il y avait Gobelin. Puis il y a eu les portes ouvertes, on m'a tiré là-bas, on m'a dit tu vas voir là-bas les gens dessinent trop bien. Et ça m'a fait halluciner parce que je me suis dit, tiens, ces gens, en fait, ils dessinent ce qu'ils veulent et ils ont le droit de le faire. Pourquoi je me suis dit ça ? Parce qu'on a appliqué quand même, on dessine entre guillemets avec des contraintes. Par exemple, on a un brief, dessiner un bureau, machin, qui peut, ou un vase pour mettre des fleurs, mais aussi pour faire ceci, cela. Design, en fait, ou design graphique ou design produit. Et c'est bien beau, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Et voilà, cette liberté de dessin, de représentation, les gens dessinaient du manga, dessinaient ce qu'ils voulaient, ils avaient l'air d'être encensés pour ça, je trouvais ça extraordinaire. Et voilà, moi j'avais entendu aussi que c'était très dur d'y entrer, il fallait être très très bon, il fallait que le dessin ne soit plus une contrainte. Et du coup, je crois que c'est par pur challenge en fait que j'ai voulu entrer dans cette école. J'ai tenté la première fois, je me suis ramassé. La deuxième fois, c'était très drôle parce que j'ai fait n'importe quoi. Et la troisième fois, j'ai été pris. Mais en arrivant en classe, je me suis clairement aperçu que je serais pas au top en fait, parce que il y avait des monstres en dessin. Ils avaient tous une culture BD. Animation, etc., que je n'avais pas. On avait des exos en animation, moi j'étais complètement paumé. La première fois que j'entends parler de layout par exemple, je savais pas ce qu'il fallait faire quoi. Du coup j'ai fait un petit peu n'importe quoi, et puis j'ai séché beaucoup les cours aussi. J'ai beaucoup séché les cours parce que c'était loin, et du 19e au 13e. Ouais. Bah, il y a des changements de métro, hein. Ça va hein. Non c'était pour être sûr que j'avais bien compris. La première fois que j'ai séché les cours, c'était entre le lycée et Gobelin. C'était dans une école, là où j'ai fait un BTS en design produit. C'était dans le 15e, à Olivier de Serres. Ça s'appelle Olivier de Serres. Et le 15e, mais c'est l'autre bout de Paris. Pour moi, j'y allais une fois par semaine. J'y allais une fois par semaine. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai eu le BTS. Quand même, et donc voilà, à Gobelin. Et donc je connaissais rien à rien. Et c'est vraiment tout a été tout a changé pendant la dernière année. Tout a changé, notamment au contact de certains camarades qui par ailleurs en fait, je sais pas trop leur parler. Il y en a un qui s'appelle Thomas Chara et l'autre qui s'appelle Gabriel Jolimonge. Et ils font partie. On était dans un groupe en fait où on a fait notre film de fin d'études ensemble. On était 5. Et eux, typiquement, en première année, pour moi, c'était les intellos de la classe, etc. Et j'avais extrêmement peur de leur parler, quoi. Du coup, face à un intello, on lui sort un truc. Moi, j'ai toujours peur de me faire juger. Ah, c'est qu'un con, ce type, il connaît rien, machin. Ils sont pas du tout comme ça, évidemment. C'est moi et mes clichés tout le temps. Et Gabriel, justement, il a été déterminant parce que pour nous peut-être stimuler intellectuellement, pour nous ramener des références, il a ramené plein de films. Il y avait Vivre, justement. Vivre, je l'avais vu il y a bien avant Gobelin. Ce film m'avait retourné la tête, mais j'avais pas vu le titre, en fait.
Et du coup, j'ai pas pu le revoir. Je me suis dit, mais et voilà, j'étais dégoûté. Ça passait, c'était sur Arte1. Il m'est arrivé la même chose. Je l'avais vu, c'était sur TPS. Et à l'époque, j'ai mis à peu près 10 ans à retrouver le film en voyant une image. C'était ça, le film. Et j'ai appris que c'était Vivre. Même combat sur Vivre. Et donc, il a ramené plein de films et tout qui nous ont tous beaucoup nourris. Et puis, il a été déterminant parce que justement, en termes d'échange, de travail, de process de travail, création, tout ça sur le film de fin d'année, il sera extrêmement influent sur comment il faudra procéder par la suite, par exemple sur Funan. Tout ça, c'est quelqu'un que je trouve très, très pointu dans ses réflexions. Et j'adorerais, par exemple, qu'il fasse un film un jour. Moi, il y a un truc que un morceau que j'arrive pas à coller, en fait, c'est cette espèce de peur de légitimité, en fait, quand vous êtes à l'école. Et en fait, cette notion que vous spécifiez clairement comment le film sera fait, de manière très, très, presque... De peur de légitimité c'est-à-dire, en fait, cette idée que vous disiez, il y a des dessinateurs qui sont plus des brutes, qui sont meilleurs que moi, il y a ces intellos auxquels j'ose pas aller trop parler, et en fait, inversement, quand vous faites le film, vous êtes très très spécifique sur ce que vous voulez et vous en démordez pas en fait quand vous engagez les gens. Il y a une raison à ça, c'est que je sais pas si c'est bien, mais quand on a un projet sur ses épaules, tout ça, il se trouve que petit à petit on a un titre, réalisateur ou réalisatrice. Moi je me cachais derrière ça pour pouvoir dire ce que je voulais simplement. D'accord. Je pense que dans la vie de tous les jours, par exemple en studio, tout ça, je suis très gêné en fait de parler à des gens des collègues de travail avec qui j'ai pas forcément fait une ou deux productions. C'est de la gêne, peut-être de la timidité, tout ça, mais sur le film, en fait, comme j'avais cette étiquette réalisateur, je crois que je me suis permis quand même de déjà communiquer un peu plus. Et puis, cette étiquette donne cette légitimité-là. Révéler votre nature artistique, quoi, d'une certaine manière. Peut-être. Complètement, jusqu'au bout. En tout cas, ce que j'avais envie, tout simplement. Et le rapport avec Vivre, donc par la suite, c'est un film que j'ai revu plusieurs fois. Et j'ai aussi des origines chinoises, en fait. Mes ancêtres sont partis de Chine, se sont installés au Cambodge. Pendant très longtemps, j'ai nourri un rapport très très fort avec l'histoire de la Chine. Et Vivre, il y a d'autres films, il y a Épouse et concubine aussi, et plein de films de Zhang Yimou qui m'ont beaucoup marqué, construit. Et Vivre, je trouvais ça pertinent sur deux points, notamment sur, pas forcément sur la structure, mais sur ce que dégageait en fait toutes les ambiances du film, dans la relation entre les personnages, leur environnement, tout ça, leur quotidien en fait. Le quotidien d'une famille toute simple, en fait, qui n'est ni modèle, ni à plaindre en soi. Ils sont pas dans la misère extrême. Et voilà, c'est la manière dont tous, en fait, traversent le quotidien, ce régime, le grand bond en avant, la révolution culturelle, etc. Il se passe des choses horribles qui sont liées au contexte. Mais voilà, il y a cette puissance de vie en fait. Mais un peu comme dans Funan aussi, d'une certaine façon. Et ça a influencé évidemment. Ça a énormément influencé pour moi. Et on parlait de la notion de repas, par exemple, avec un autre journaliste. Je crois que c'était Paris Match, je ne me rappelle plus. Mais voilà, la notion de repas, pour moi, c'est une relation très liée à l'idée de la famille, à un instant de communion, de partage. Toutes les cultures connaissent ça a priori, et voilà, c'est quelque chose que je voulais illustrer très fortement au début du film, déjà dans un premier temps, parce que c'est quelque chose qu'on va perdre en fait dans Funan. Et cette puissance de vie, elle est illustrée d'une certaine manière à la fin de Funan, que j'avais envie d'insuffler une forme de spiritualité, et d'en vivre. Intuitivement, la fin de Vivre a beaucoup influencé ça. La fin, en fait, je trouve la force du film dans cette fin-là, elle le rend tellement différent, et elle justifie tellement la vision d'auteur, de réalisateur de Zhang Yimou par rapport au livre, parce que c'est adapté d'un bouquin. Et cette fin-là amène toute une autre conception des choses, en fait, simplement. La caméra qui ne s'arrête pas, le générique qui défile sur la vie qui continue, ce repas qui continue avec 3 générations dans un foyer. Moi, ça m'a
c'est la notion de continuer qui m'a beaucoup interpellé. C'est pour ça que la caméra, à la fin de Funan, continue à progresser entre le ciel et la terre, la vie au milieu qu'on laisse vivre toute seule, qu'on laisse vivre en fait par pudeur, et c'est ce chant de riz qui symbolise la vie qui ne s'arrête plus en fait. Pour parler de continuité, pour terminer notre émission, sur quel projet vous vous êtes lancé à la suite de Funan ? Alors normalement c'est confidentiel, mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Il n'y a pas de micro dans cette pièce. J'en parle sans forcément raconter l'histoire. Disons que pendant la fabrication de Funan, j'ai voulu arrêter le film à un moment donné. J'ai voulu arrêter les films parce que je commençais à me poser plein de questions pas sur la légitimité de faire ce film ou pas. Je me suis jamais posé cette question parce que j'ai jamais voulu et je ne veux pas endosser un quelconque rôle sur la mémoire en fait. C'est pas mon but, et ça c'est le travail de personnes que le sujet des Khmers rouges, l'histoire habite perpétuellement. C'est pas mon cas. Je dors pas en pensant aux Khmers rouges. Et en revanche, en fait, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est de me dire que peut-être ce film participera à nourrir en fait une image cliché, misérabiliste sur le Cambodge en fait. Parce qu'on peut regarder, à chaque fois qu'il y a un reportage sur le Cambodge, sur des sujets divers et variés, il y a un rappel sur les Khmers rouges. Voilà. Mais c'est une ode au Cambodge un peu, hein, finalement. Il y a énormément de décors. Moi, je trouve que les paysages sont magnifiés, par exemple, dans le film. Oui, non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que y a le film. Après, il y a tout le travail qu'on peut faire derrière pour entre guillemets susciter l'envie au public, etc. Et moi, j'aime pas quand on commence et ce film, je pense que malheureusement, il peut tomber dans ça. Dans ce que les gens vont en dire, c'est sur, par exemple, quand on se met à employer des mots sur la nécessité, la mémoire, etc. C'est un travail qui est extrêmement important. Parce que c'est pas qu'il faut pas oublier, il faut nourrir le savoir, il faut nourrir en fait la réflexion autour de ça par rapport aux nouvelles générations, etc. Parce que beaucoup se posent la question. Et il y a deux types de nouvelles générations. En plus, il y a celles qui sont en Occident, celles qui sont au Cambodge. Elles ont pas du tout la même envie, recherchent pas du tout les mêmes choses. Et moi, ce qui me gênait, c'était de me dire que avec ce film, ça allait participer à nourrir ce cliché, ce misérabilisme en fait. Les pauvres Cambodgiens, les victimes, etc., etc. Et voilà. Après, j'ai vu un film qui s'appelle Diamond Island de Devi Shue, que j'ai trouvé super en fait, et j'ai trouvé. Voilà, c'était extrêmement magnétique, ça abordait complètement autre chose et ça montrait une autre facette. Parmi la multitude de facettes qu'on peut découvrir, que ce soit au Cambodge ou ailleurs par exemple, mais voilà, dans cette jeunesse d'un pays en développement. Et moi, je me suis dit, mais il a raison de faire ça aussi, parce que tout ce pan-là de la société cambodgienne, très dynamique, et cette réalité en fait actuelle, on la connaît beaucoup moins au final. Et alors que quand j'y vais, au travers de mes cousins, mes cousines qui font partie de cette jeunesse-là, moi aussi je découvre des choses qui m'intéressent, il y a des choses que j'ai envie de raconter. Et du coup, ça m'a un peu frustré vis-à-vis de Funan et fait culpabiliser de faire ce film. Mais bon, il fallait le finir parce qu'il y avait tous les artistes étaient déjà impliqués et voilà. On n'efface pas 8 ans à l'époque, 8 ans de travail comme ça. Et voilà, pendant la fabrication, spontanément, un jour, il y a une idée qui a surgi. Et j'ai envie de travailler encore sur, on va dire, la mémoire, mais une autre forme de mémoire. Pour moi, la mémoire, c'est tout ce qui tourne au passé, l'héritage, en fait. Mais cette fois, pas un héritage aussi sombre, aussi tragique. On va dire un héritage beaucoup plus lumineux. Et potentiellement inspirant pour les personnages de ce film, cette jeunesse dans ce film. On sera dans un Cambodge moderne, on sera dans un Cambodge actuel, dans la vie nocturne cambodgienne. Il y aura une confrontation entre la modernité, les traditions. Et il y aura un personnage central féminin qui va évoluer dans tout ça, qui va se découvrir, se découvrir en tant que femme aussi. Et tout plein de personnages divers et variés qui gravitent autour. Et derrière tout ça sera chapeauté un petit peu par le rock cambodgien des années 60, qu'on va faire vraiment revivre dans le film. Pas mal. Et ça va être très léger, les gens vont... Voilà. On peut espérer ça pour quand ?
C'est de l'animation, c'est long. Dans 9 ans. Dans 9 ans, à peu près. On guettera ça de très près, notre temps est écoulé. Merci beaucoup, Denis Déo, d'être venu dans nos ciné. Funan, c'est à voir en ce moment au cinéma, c'est chaudement recommandé par toute l'équipe, vous l'aurez compris. Merci Perrine, Stéphane et Julien. Merci à Quentin à la technique, à Juliette pour la préparation. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.